Bonjour, bonsoir, c'est Docteur Cosmoclo. Mais aujourd'hui, je vais plutôt être Docteur Astroclo. Parce que j'ai envie de vous parler d'un événement astrophysique qui va pas tarder à arriver. Et je veux bien parler de l'éclipse solaire du 12 août 2026. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Eh bien, c'est le moment où la Lune cache le Soleil en plein jour. Voilà. Alors évidemment, c'est pas seulement ça, mais grossièrement si. En gros, c'est le moment où en plein jour, la Lune se retrouve alignée avec le Soleil et la Terre et donc crée une ombre en pleine journée. On peut se demander comment c'est possible, sachant que la Lune est à peu près 400 fois plus petite que le Soleil. Mais attendez, je vais vous montrer. Mais laissez-moi vous expliquer avec cette pêche et ce melon. Et oui, il n'y a pas forcément besoin d'une animation 3D, vous allez voir. Donc vous êtes la Terre. Et cette pêche, c'est la Lune. Donc plutôt proche de la Terre. Et ce melon, c'est le Soleil. Comme on peut voir, les rayons sont bien différents. Sachant que dans la vraie vie, la Lune est à peu près 400 fois plus petit que le Soleil. Si la Lune est proche de la Terre, et que le Soleil était à peu près aussi proche, vous pouvez voir que ça fonctionne vraiment bien. Mais, comme l'univers est bien fait, eh bien, le Soleil est à peu près 400 fois plus éloigné de la Terre que ne l'est la Lune. Et c'est comme ça que la Lune peut cacher le Soleil qui est à peu près 400 fois plus gros que lui. Mais donc, comme on peut voir, c'est un phénomène qui reste assez rare. Effectivement, la dernière éclipse solaire visible en France, c'était il y a à peu près 27 ans. Et la prochaine, ce sera à peu près dans les années 2080. Donc on ne sera pas tout jeune. Donc, vaut mieux pas la rater, parce que oui, je suis allée un peu vite, mais cette éclipse va être visible en France. Alors, une éclipse, comme je vous disais, c'est un phénomène rare, pour la simple et bonne raison que la Lune a une inclinaison d'à peu près 5 degrés par rapport à la Terre. Donc en fait, le moment où la Lune se retrouve parfaitement alignée avec le Soleil et la Terre, ça arrive assez rarement. Et justement, on a 3 types d'éclipses possibles. On a une éclipse dite totale, comme celle qui va être visible prochainement, le 12 août, mais on a aussi ce qu'on appelle une éclipse partielle, qui est justement ce que nous, on va pouvoir voir en France. Une éclipse partielle, en fait, c'est quand la Lune occulte qu'une petite partie du Soleil. C'est le moment où elle ne recouvre pas totalement le disque central. Et on a également ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Une éclipse annulaire, c'est dû au fait que la Lune a une orbite écliptique autour de la Terre, et donc que des fois la Lune se retrouve plus éloignée de la Terre, et donc on arrive quand même à voir une partie du disque solaire, même si la Lune se retrouve alignée avec le Soleil et la Terre. La dernière éclipse totale était il n'y a pas si longtemps, car c'était le 8 avril 2024. Et elle était visible depuis les États-Unis principalement. Et c'est pour ça que beaucoup d'astronomes amateurs ont payé un petit billet pour aller là-bas. Mais justement, la prochaine, qui arrive le 12 août, va être visible en Europe. L'éclipse totale, donc le moment où la Lune va totalement recouvrir le Soleil, va être visible dans une petite partie de l'Islande, mais principalement en Espagne. Alors du coup, désolé pour vous, si jamais vous n'avez pas prévu d'aller en Espagne, vous n'allez pas avoir une éclipse totale. Vous ne verrez qu'une éclipse partielle si jamais vous êtes en Angleterre, en France. Si jamais vous voulez voir si l'éclipse va être totale ou non, ou à quel point elle va être partielle, il y a un site créé par l'Observatoire de Paris qui recense l'heure exacte à laquelle va arriver l'éclipse totale en fonction de où vous serez. Par contre, il faut faire attention, c'est en heure UTC, donc il faut rajouter plus 2 heures. Et justement, en France, eh bien, l'éclipse ne sera pas totale, mais sera à 97%. Donc, c'est-à-dire qu'on verra quand même une bonne partie du soleil qui sera cachée. Si jamais, au moment où vous voyez cette vidéo, vous dites « Mais pourquoi pas aller en Espagne ?» Eh bien, regardons le prix des Airbnb en Espagne. Alors, hop là, sachant qu'au moment où je monte cette vidéo, c'est quelques semaines avant l'éclipse solaire, mais qu'au moment où je vais la poster, ce sera clairement trop tard, je vous rassure. Eh bien, figurez-vous qu'une nuit en Espagne, c'est à peu près 3690 euros. Combien? Avec la clim. On est ravis. Voilà, là il y en a un à 784 euros. Avec la clim. Je suis toujours autant ravie. Top. Bon, bref, autant vous dire qu'au moment où vous voyez cette vidéo, c'est probablement trop tard pour aller en Espagne. Mais donc, vous inquiétez pas, elle sera quand même visible en France, même si ça sera que partiel. Mais donc,
le prix de ces Airbnb ne m'étonne pas parce que justement, il y a 2 ans, pour l'éclipse du 8 avril 2024, les prix aux États-Unis avaient augmenté jusqu'à 200 voire 300% pour certains logements dans certains bleds totalement paumés. Comme par exemple Burlington dans le Vermont, que perso je ne connaissais même pas l'existence. Les prix ont flambé rien que pour ça. Donc évidemment, une éclipse solaire, c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent. Et c'est pour ça que si jamais vous pouvez au moins voir une partielle, prenez le temps. Mais attention, portez toujours vos lunettes d'éclipse solaire. Déjà, pour avoir un style monumental, parce que vraiment aura plus 1000 avec ça, mais surtout pour vous protéger des UV du soleil. Parce qu'une simple paire de lunettes de soleil ne suffira pas. Il faut effectivement ce genre de lunettes et il faut de préférence des neuves, parce que si jamais ce sont des anciennes que vous avez mal gardées et qui n'étaient pas protégées, des rayures peuvent avoir lieu sur justement les lunettes qui donc ne vous protégeront plus des UV. Donc attention à bien porter ces lunettes pour regarder cette éclipse. Mais effectivement, une éclipse solaire, c'est attendu par beaucoup de personnes. Et ça sert à faire, par exemple, de merveilleuses scènes dans le film L'amour ouf. Mais pas que. Les éclipses solaires, c'est également très utile pour les chercheurs. Effectivement, pendant une éclipse solaire, on peut observer parfaitement la couronne solaire. La couronne solaire, en fait, c'est le halo de plasma autour du disque solaire que ce dernier disperse à des millions de kilomètres dans le système solaire. Et c'est justement grâce aux éclipses qu'elles sont visibles et qu'on peut faire de merveilleuses photos comme celle que je viens de vous montrer. Et l'étude de la couronne solaire est essentielle en astrophysique, principalement quand on étudie le Soleil. Elle permet d'étudier les éjections de masse coronale, appelées CME, mais également de mieux comprendre le cycle solaire. Sachant qu'aujourd'hui, on estime que le cycle solaire, c'est à peu près tous les 11 ans. Et justement, l'étude de ces cycles va permettre d'adapter les modèles de météo spatiale pour pouvoir prévoir les vents solaires. Et surtout, pouvoir apporter des solutions aux problèmes de chauffage coronal. Alors, vous ne savez probablement pas ce qu'est le problème de chauffage coronal, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Au niveau du Soleil, on a ce qu'on appelle la photosphère. C'est le disque central du Soleil qu'on voit, qui représente 99% de la lumière que nous, on observe. Et cette photosphère, elle a une température de à peu près 6000 Kelvin, sachant que 0 degré, c'est à peu près 270 Kelvin. Mais bon, quand on est à 6000 Kelvin, on n'est plus à 200 degrés près. Donc ça fait à peu près également 6000 degrés. Mais la couronne solaire, comme je vous disais, c'est la partie plus éloignée du centre. Donc c'est celle qui est tout autour du disque solaire, donc tout autour de la photosphère. Et donc cette couronne solaire est évidemment plus éloignée du noyau du Soleil. C'est le noyau qui est le chauffage du Soleil, c'est lui qui a la température la plus élevée. Et figurez-vous que la couronne solaire a une température d'à peu près 1 million de Kelvin. Or, plus on s'éloigne de la source de chaleur, normalement, plus la température devrait diminuer. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. Effectivement, on mesure une température, comme je vous ai dit, de 6000 Kelvin au niveau de la photosphère, donc du centre du Soleil, qui est une des parties les plus proches du noyau, alors que la couronne, elle, est à peu près à 1 million de Kelvin, donc une température bien plus élevée. Et ça, on a du mal à le comprendre. Mais on a deux explications possibles, la reconnexion magnétique et la dissipation d'ondes. Alors, concernant la reconnexion magnétique, ça se fait à partir des arcs magnétiques présents dans la photosphère. C'est probablement des choses que vous avez déjà vues via des vidéos ou des photos. C'est les très beaux arcs qu'on peut voir justement quand on zoome près du disque solaire. Et justement, ces arcs, ils passent de la photosphère jusqu'à la couronne et ils vont se croiser, s'entremêler, se casser. Et c'est ça qu'on appelle la reconnexion. Et justement, pendant le moment où ils vont se reconnecter, ça va dissiper énormément d'énergie qui va se traduire en chaleur. Et ça serait une des explications possibles au fait que la couronne serait probablement plus chaude que la photosphère. Mais ça expliquerait seulement les pics de chaleur au niveau de la couronne, et pas cette température homogène dans l'intégralité de la couronne. Et donc justement, pour pouvoir expliquer cette répartition homogène de la température avec la reconnexion magnétique, il y a ce qu'on appelle des micro-flares. Ce sont des micro-éruptions. Car les éruptions dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle les flares. Et donc, on pense qu'il y a
tout un tas de micro-éruptions qui se passent de manière constante partout dans la couronne, qui expliquerait justement cette chaleur de manière continue. Donc ça serait des reconnexions magnétiques qui se font très rapidement partout et qui sont dans l'ordre de quelques secondes. C'est effectivement une possibilité. Et on a quelques observations d'ailleurs, grâce à Solar Orbiter ou Parker Solar Probe. Mais entre ce qu'on observe et ce qu'on devrait observer pour expliquer cette température de manière homogène, eh ben, les chiffres ne correspondent pas. Donc malheureusement, c'est une possibilité, mais ce n'est pas encore vérifié. Et justement, on pense qu'elles ne sont pas très visibles dû à leur fréquence. Ça va très très vite. C'est de l'ordre de quelques secondes. Même Flash McQueen ne va pas aussi vite. Et donc, la deuxième option serait la dissipation d'ondes. Les arcs magnétiques dont je vous ai parlé précédemment transporteraient des ondes de la photosphère jusqu'à la couronne. Et ces ondes dissiperaient de l'énergie. Mais là encore, on manque d'observation. Et là encore, justement, la chaleur serait concentrée qu'au niveau des arcs. Et cela n'expliquerait pas la chaleur homogène sur toute la couronne. Donc aujourd'hui, on a quelques solutions, mais c'est encore que des pistes, rien n'est totalement vérifié. Et c'est pour ça qu'une éclipse, c'est primordial en recherche. Mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas attendre qu'une éclipse arrive pour faire de la recherche. Et non, on a inventé ce qu'on appelle des coronographes. Un coronographe, c'est un instrument qui reproduit une éclipse de manière artificielle en plaçant un disque dans le plan de l'étoile afin de justement bloquer la photosphère de l'étoile et donc pouvoir observer la couronne. Ici, notre étoile, c'est le Soleil et c'est grâce à des coronographes qu'on peut étudier ce problème de chauffage de couronne. Et figurez-vous que le plus grand chronographe actif dans le monde est situé en France. Et plus précisément au pic du Midi, dans les Pyrénées. Effectivement, le coronographe C3, qui fait partie du programme de surveillance solaire CLISMO, avec son diamètre de 42 cm, est aujourd'hui le plus grand coronographe actif. Et ce qui est super intéressant avec CLISMO, c'est que c'est un programme de surveillance solaire qui est fait par des pros, donc par des chercheurs, mais également par des amateurs. Donc, il y a une association qui s'appelle CLISMO, où justement il y a des amateurs qui viennent au pic du Midi pour pouvoir observer le soleil pendant 1 ou 2 semaines et alimenter une base de données publique qui est essentielle pour les chercheurs pour pouvoir faire leurs études sur la couronne solaire. Donc si jamais pendant vos vacances vous faites une petite randonnée dans les Pyrénées, n'hésitez pas à monter au pic. Alors c'est évidemment possible de monter par téléphérique, mais la randonnée est belle. Vous pouvez visiter le pic qui est un très bel observatoire et que je recommande. Mais comme je vous disais, on ne cherche pas seulement à trouver des solutions pour le chauffage coronal, mais également à alimenter des modèles de météo pour prévoir les vents solaires. En effet, si jamais un CME est trop puissant, ça peut créer une panne électrique sur Terre. Et dans les plus récentes qui me viennent, on a celle de juillet 2012, qui a été une des plus puissantes et qui a coupé la plupart des réseaux téléphoniques et a endommagé plusieurs satellites. Il y a plusieurs GPS qui ne fonctionnaient plus. Il y en avait une autre précédemment dans les années 2003 autour d'Halloween qui a eu à peu près les mêmes conséquences. Moins puissante, mais ça a été un enchaînement de plusieurs CME sur plusieurs jours qui a également fait des pannes et a créé des dysfonctionnements sur certains satellites. Et en fait, mieux on comprend le cycle du Soleil, mieux on peut prévoir ces tempêtes et justement sécuriser les satellites en les tournant ou les déplaçant en fonction de la trajectoire et en coupant certains réseaux de communication pour qu'ils ne soient pas endommagés. D'où l'utilité de comprendre au mieux le cycle de notre Soleil pour protéger, nous, notre vie sur Terre. Coucou la caméra. Bah il est top ce melon, hein.